Nous vivons aujourd'hui un moment décisif, vous l'avez dit. Le Sénégal a dévoilé le lundi passé sa vision 2050, un plan stratégique de transformation profonde, systémique, visant à inscrire notre pays dans la voie d'un développement soutenable, inclusif et résilient. Cette vision repose sur 4 axes. Vous l'avez suivi lundi passé avec le président de la République et le Premier ministre. Le premier axe, c'est la bonne gouvernance, le djub, djubal et djubanti. C'est la base même de toute activité économique, sociale pour le long terme. L'autre axe qui est important, c'est l'aménagement des territoires. Dakar, 2,5% du territoire et 80% de l'économie. Le troisième axe, c'est le capital humain. Le ministre de la Formation prochaine en a parlé. Sans capital humain, ingénieurs, techniciens, enseignants, chercheurs, il est impossible de développer notre pays. Enfin, le quatrième axe, vous l'avez dit également, messieurs, madame, les représentants des syndicats, une économie compétitive, ce que le Sénégal n'a pas su faire. Ensemble, ces éléments formeront le socle de notre développement futur. Dans cette perspective, notre pays compte développer 4 moteurs de croissance qui guideront notre industrialisation et notre développement économique. Je le dis souvent, 1895, 1900, l'Europe avait déjà commencé sa révolution industrielle. D'abord en Angleterre, ensuite en France, puis en Allemagne, en Suisse. L'Europe avait déjà commencé avec les années-lumière, les inventions de l'électricité, les inventions des premiers moteurs à vapeur. L'Europe avait déjà commencé à poser les fondations de sa révolution industrielle. Le Japon avait déjà commencé à faire ce même travail. L'Afrique n'avait pas encore commencé sa révolution industrielle. Il est temps aujourd'hui que notre pays, le Sénégal, soit un de ces pays dynamiques, un de ces pays qui va porter la révolution industrielle africaine. Dans le plan Sénégal 2050, nous avons identifié 4 moteurs industriels. Le premier moteur, c'est les industries extractives, comprenant les filières d'hydrocarbures et la pétrochimie. Les phosphates, qui étaient jusqu'ici un secteur complètement extraverti, avec les phosphates maintenant de Matam et les phosphates qui ont été découverts, qui seront découverts de part et dans plusieurs endroits du pays. Ce sera maintenant un des puissants moteurs également de l'industrialisation. Les engrais, on en a parlé, les matériaux de construction, ainsi que le fer, l'aluminium et la métallurgie. Je crois que Pierre Goudiaby a convaincu tout le monde aujourd'hui qu'il est temps que l'Afrique transforme ses matières premières. Il faut qu'on arrête d'exporter la bauxite. Il faut qu'on arrête d'exporter le fer, l'arachide, pour en fait transformer tout ce que nous avons ici et créer de la valeur ajoutée et créer des millions d'emplois en Afrique. Le deuxième secteur, c'est les industries agroalimentaires, qui englobent les filières des céréales locales, on l'a vu, le mil, l'arachide, le sorgho, le riz, les oléagineux, justement, tels que l'arachide, qui jusqu'ici a été exporté. Comment un pays peut disposer de 4 usines dans le domaine donc, de la transformation des oléagineux, à Sonacos, à Ziguinchor, à Kaolack, à Diourbel et à Dakar, et exporter de l'arachide, de la matière première brute, vers l'Asie. Nous devons revoir ces choix politiques. À côté de ces secteurs, il y a aussi l'horticulture, qui représente un grand secteur où nous pouvons ajouter de la valeur. Les produits forestiers non ligneux, mais aussi les produits d'élevage, les produits halieutiques, que nous transformons encore, que nous exportons presque à l'état brut, ainsi que d'autres agro-industries telles que le coton,
qu'on doit commencer aussi à transformer en tissu. Nous avons été à Sotisca la dernière fois, et le sel qui est encore exporté à l'état brut. Alors que le sel est une des bases importantes de tout ce qui est donc production telle que l'eau de javel et d'autres produits industriels que nous connaissons. Le troisième secteur industriel qui nous intéresse, qui était dans notre vision 2050, c'est les industries manufacturières comme l'industrie pharmaceutique. Il est peut-être temps que le Sénégal, à l'instar de l'Inde, d'autres pays commencent à travailler sur une pharmacie endogène, sur des médicaments locaux, sur une industrie pharmaceutique forte et puissante, capable d'exporter des médicaments en Afrique, mais aussi dans le monde. C'est pour ça que je suis ravi de voir que l'industrie pharmaceutique, le syndicat des pharmaciens est présent aujourd'hui et nous allons discuter avec eux sur la nécessité de créer des zones industrielles purement pharmaceutiques, médicales et paramédicales. Les industries manufacturières, c'est aussi le cuir. Je le disais tout à l'heure au ministre Malick Ndiaye. Comment se fait-il que le Sénégal, au lieu d'être un pays qui transforme son cuir en fauteuil, en salon, en sac pour la mode, soit un pays qui exporte du cuir à l'état brut? C'est ce genre que nous devons nous poser. Est-ce qu'il est encore acceptable que le Sénégal exporte des peaux de vache, des peaux de chèvre, des peaux de mouton à l'état brut, pour en plus acheter ces mêmes chaussures, ces mêmes sacs ici dans notre pays par le consommateur sénégalais? C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que disaient tout à l'heure Beydi Agne et Pierre. C'est cette réflexion en réalité qui va poser les nouvelles bases pour notre industrie. Je crois que c'est une nouvelle façon de voir le monde et je suis ravi d'avoir nos partenaires justement internationaux ici présents. C'est valable aussi pour le textile et l'habillement et l'assemblage. Nous avons vu que des sociétés comme Icotaf ont fermé leurs portes. Des sociétés comme Sotiba Simpafrique avaient aussi fermé leurs portes. La Sotisca de Kaolack, de Louga, avait aussi fermé leurs portes. La question qu'on doit se poser pendant cette semaine, j'allais dire pendant ces 4 mois, c'est pourquoi ces sites ont fermé les portes. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-on bien protégé l'industrie sénégalaise pendant ces années? Soit 1970, 80, 90, 2000, 2010. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le but justement de ces assises, c'est de discuter de ces questions-là. Quelles sont les erreurs, parce qu'il faut le reconnaître, qui ont été faites par les gouvernements précédents pour laisser justement notre industrie disparaître? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, d'après une étude qui a été menée par notre ministère, il y a 200 usines fermées dans ce pays. 200. Un pays qui veut se développer, comment peut-elle fermer des usines? Et quand nous avons regardé les raisons pour lesquelles ces usines ont fermé, en réalité, c'est la concurrence. En réalité, on ne peut pas créer une industrie forte sans protéger ces mêmes industries. Et c'est pour ça que le président de la République a voulu mettre le ministère de l'Industrie et du Commerce sous la responsabilité d'un seul ministre. Je peux vous dire que nous allons vous protéger. Nous allons protéger l'industrie, nous allons protéger les PME, nous allons protéger l'agriculture, à l'instar de tous les autres pays. Nous savons tous qu'on ne peut pas développer l'industrie sans des barrières pour éviter justement que des produits subventionnés ailleurs puissent venir concurrencer des produits non subventionnés chez nous. C'est indispensable. Et nous allons le faire. Le dernier secteur, qui est un des 4 moteurs de croissance, c'est les services à valeur ajoutée, englobant le tourisme. C'est pour ça que j'ai fait venir M. le ministre du Tourisme aujourd'hui. Les industries culturelles et créatives, le secteur numérique, un secteur de demain, l'intelligence artificielle. En effet, après des décennies marquées par des politiques industrielles intermittentes et mitigées, là également, le Pierre Goudiaby nous a rappelé que c'est la première fois, j'étais choqué moi-même, que notre pays organise pour la première fois des états généraux et un conseil sur l'industrie. C'est quand même c'est illustratif justement de la place de l'industrie dans les gouvernements passés. Le président de la République a décidé, vous l'avez encore vu dans le conseil de ministres d'hier, de placer l'industrie, le commerce et les PME au cœur de nos stratégies de développement dans les prochaines décennies.
Cette décision s'appuie sur les enseignements tirés des différentes phases de politique industrielle que le Sénégal a traversées, depuis les premières années d'industrialisation des années 60 jusqu'à la dernière décennie avec le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, le Sénégal 2050 envisage un modèle nouveau, un modèle qui fait de l'industrie un pilier central, qui fait du commerce un pilier central, qui fait des PME un pilier central, s'appuyant sur les ressources naturelles dont nous disposons, notre position géographique stratégique, on est à 3 heures et du Brésil, à 4 heures de l'Europe, à quelques heures également de l'Afrique du Sud. Donc c'est important que ce modèle nouveau, qui fait de l'industrie un pilier central, qui puisse s'appuyer donc sur nos ressources naturelles, y compris le capital humain, mais la diaspora sénégalaise, à qui je voulais rendre vraiment un hommage appuyé. D'ailleurs, je demande à ceux qu'ils soient là, ils sont là aujourd'hui. Cette diaspora qui a acquis un savoir-faire, on parle encore de capital humain, qui a acquis un capital tout court et qui a un grand rôle à jouer justement dans ce développement industriel. Moi-même, je suis de la diaspora, donc je les appelle à investir au Sénégal. L'industrie sénégalaise de demain sera à la fois compétitive, plus inclusive et plus respectueuse de l'environnement. Monsieur le ministre de l'Environnement, je suis ravi que vous soyez là également aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tant que cette industrie n'est pas compétitive, on ne pourra pas s'en sortir. Et Pierre l'a dit, c'est le coût de l'énergie. En Côte d'Ivoire, le coût de l'énergie était à 60 francs CFA, 10 centimes d'euros. Chez nous, on est à 120 francs CFA. Alors aujourd'hui, le pétrole et le gaz constituent une opportunité unique de revoir drastiquement à la baisse le coût de l'énergie, et le ministre Birame Souleye l'a annoncé. Il y aura une forte baisse du prix de l'énergie dans les années à venir, ici au Sénégal, pour permettre à notre industrie d'être beaucoup plus compétitive, mais également beaucoup de transferts de technologie, également beaucoup de soutien à l'industrie. Pour revenir aux États généraux de l'industrie et du commerce que nous lançons aujourd'hui, nous voulons en fait marquer le début d'un processus intensif de réflexion, de consultation et de co-construction pendant 2 mois. Il ne s'agit pas simplement de dresser un état des lieux du secteur industriel ou commercial aujourd'hui, mais de jeter les bases d'une réforme structurelle profonde qui transformera notre économie, à l'instar des économies européennes, américaines et asiatiques. Ces assises, donc, visent à atteindre plusieurs objectifs stratégiques majeurs. Le premier objectif, il faut bien le noter, c'est le diagnostic complet et sans complaisance. Le président l'a dit également lundi passé. Le diagnostic complet et sans complaisance de la situation industrielle et commerciale et des PME actuelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est essentiel de dresser un portrait honnête, objectif, des forces et des faiblesses de nos secteurs productifs, afin de comprendre les défis, à les relever et à saisir les opportunités qui vont se présenter. Ce diagnostic se concentrera sur les obstacles qui freinent encore l'émergence d'une économie industrielle forte et durable. Deuxièmement, nous devons ensemble formuler une nouvelle politique industrielle, actionnable bien sûr, pour le Sénégal à l'horizon 2050. Cette politique devra être en phase avec la vision Sénégal 2050 et répondre aux besoins d'un Sénégal moderne, d'abord, compétitif sur les marchés mondiaux et capable de créer des millions d'emplois de qualité pour notre jeunesse, pour qu'elle puisse rester au Sénégal et arrêter de risquer sa vie en traversant les océans. Il s'agira de définir une culture, une stratégie claire pour l'industrialisation pendant ces deux prochains mois. Il s'agira de parler de modernisation du commerce. Là, je pense aux supermarchés, je pense également aux boutiques de référence. Pour les anciens qui ont connu les Sonadis, il s'agit en réalité de faire revenir le concept des Sonadis sur l'ensemble du territoire. Des boutiques d'un autre style, des boutiques climatisées, avec des prix sous contrôle, qui vont proposer des prix aux consommateurs sénégalais, qu'ils soient à Matam, à Ziguinchor, à Kaolack. Ces boutiques permettront à chacun d'acheter des produits sains et de très bonne qualité et à des prix acceptables.
En troisième lieu, nous allons maintenant élaborer un plan quinquennal 2025-2029. La stratégie a été déjà élaborée, mesdames et messieurs. Notre rôle maintenant, nous, en tant que groupe industriel, commercial et PME, c'est de réfléchir sur la mise en œuvre. C'est la partie la plus difficile. Pour le chercheur que je suis, la conception est difficile, c'est vrai. Mais le plus difficile en réalité, c'est la mise en œuvre, c'est la transformation des idées en projets concrets. On doit passer d'une phase de stratégie, de réflexion stratégique, à une phase d'opérationnalisation justement de ces réflexions. Et nous comptons sur vous, sur les ateliers qui vont se faire, pour justement mettre en œuvre ces stratégies que le gouvernement a déjà mises en place. Nous aurons donc à définir les priorités, les actions concrètes pour les 5 années à venir, notamment en matière d'infrastructures industrielles, c'est-à-dire des zones industrielles, des zones économiques spéciales, des agropoles, c'est-à-dire des zones agro-industrielles, des zones de soutien aux chaînes de valeur agricoles et extractives, ainsi que d'amélioration de la compétitivité et des PME. C'est pour ça que nous allons prendre 2 mesures importantes pour nos 2 piliers, que sont l'APROSI, qui va devenir maintenant l'agence des pôles agro-industriels, mais également l'agence des agropoles qui va devenir maintenant l'agence justement des pôles à l'intérieur du Sénégal, de tout ce qui est transformation agro-industrielle. Nous allons également, en 4e lieu, et c'est pour ça que je suis ravi de voir les ambassadeurs de tous les pays présents au Sénégal, ici aujourd'hui, parce que nous allons mobiliser maintenant les financements nationaux et internationaux. Nous avons, en écoutant Pierre Goudiaby et le président Beydi Agne, vu qu'en fait notre industrie elle est sous-financée. Elle ne bénéficie pas de financement important. Alors que si vous voulez qu'un secteur se développe, il faut le financer. Financer d'abord les infrastructures, c'est-à-dire les zones économiques spéciales, financer la construction d'agropoles, financer l'acquisition de fonciers, financer l'eau, l'énergie, mais aussi trouver des financements pour ceux qui veulent investir. Et c'est pour ça que je suis ravi de voir aussi que les banques sont présentes aujourd'hui. Donc ce que je souhaite, c'est que ces états généraux doivent également permettre de structurer un cadre financier robuste, soutenable, flexible, pour soutenir les projets industriels et commerciaux de nos PME et de nos entreprises. Il s'agit de renforcer le partenariat public-privé sénégalais, d'attirer les investissements directs étrangers. Il faut savoir que l'Afrique tout entière n'attire que 3% des IDE. 3%. Et ces 3%, pour 50%, se trouvent dans l'énergie, dans le pétrole et le gaz. Comment faire pour demander aux investisseurs européens, asiatiques, américains, comment faire pour leur dire que le Sénégal est la meilleure destination industrielle et commerciale? Nous sommes le pays de l'avenir. Nous sommes la porte d'entrée pour l'Afrique, the gateway to Africa. Mais aussi, nous voulons attirer votre attention sur l'accès des PME au financement, les petites et moyennes entreprises, qui représentent 90% de notre tissu de PME et qui bénéficient seulement de 10% des investissements. Vous voyez que là, il y a aussi un autre paradoxe sur lequel je vous demande de réfléchir. Parce que ce n'est pas possible que 90% d'une économie ne bénéficie que de 10% de l'investissement. Donc tous les financements qui se feront maintenant par nos partenaires industriels et commerciaux, nous leur demanderons de faire la part belle aux PME, parce qu'elles sont là aujourd'hui présentes. Je voulais les remercier et vous demande de les applaudir à ces PME. Donc à l'issue de ce process que je viens de décrire, plusieurs livrables sont attendus. Parmi eux, un rapport final qui dressera un plan d'action concret et pragmatique pour les secteurs de l'industrie, du commerce et des PME. Ce rapport devra inclure un diagnostic exhaustif des secteurs industriels que vous allez faire ce matin et aujourd'hui, mais surtout une feuille de route opérationnelle, c'est-à-dire le comment. How do we get there? Ce comment est très, très important. Cette feuille de route nous permettra
de mettre en œuvre la nouvelle politique industrielle avec une échéance à 2050, mais surtout un focus 2025-2029, parce que c'est plus visible sur cette période. Nous attendons également de vous, dans ce rapport, des propositions concrètes de financement pour soutenir les industriels et les commerces, incluant la mobilisation de financements innovants, je répète bien innovants, parce qu'il nous faut trouver d'autres façons de financer le développement, et le soutien des partenaires au développement. Nous attendons aussi un engagement des parties prenantes, les ambassadeurs, qui sont là, les structures diplomatiques, financières, internationales et nationales. Donc des parties prenantes, tant publiques que privées, à accompagner la mise en œuvre de cette politique industrielle et commerciale et des PME. Nous entamons, mesdames et messieurs, aujourd'hui une première phase importante. Ces États généraux s'ouvriront par des ateliers, justement, thématiques, des rencontres sur l'ensemble du territoire dans un deuxième temps. Cette démarche participative est essentielle pour s'assurer que toutes les voix soient entendues, notamment celles des chambres de commerce, celles des maires, que j'ai l'honneur aussi d'accueillir aujourd'hui, celles des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets, bref, celles du peuple sénégalais de l'intérieur, du peuple des régions, du peuple des départements. En plaçant les terroirs et leurs spécificités au cœur de notre approche, nous visons à garantir une représentation équitable et inclusive de toutes les parties prenantes. C'est ce que le président appelle l'endogénisation de l'économie, ce que nous allons faire, amener l'économie dans les départements et dans les terroirs. Nous organiserons enfin des sessions de concertation avec les différents partenaires économiques, les entreprises, les syndicats, ainsi que les investisseurs internationaux. Nous organisons des CRD dans toutes les régions du Sénégal pour comprendre les problèmes, pour permettre aux maires et aux gouverneurs de discuter sur les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir libérer des espaces, 1000 hectares par département, une zone économique spéciale, une zone industrielle par département, pour arriver à un minimum de 45 zones industrielles dans les 10 ans à venir. Nous allons également, ce processus aussi culminera par ce qu'on appelle un forum de haut niveau en décembre. En fait, c'est un forum de financement. Nous avons vu que la plupart de nos bailleurs de fonds, des amis du Sénégal, le secteur privé national, a beaucoup d'ambition pour notre pays. J'ai discuté avec beaucoup d'ambassadeurs ici présents, et chacun a envie de contribuer au développement de ce pays, qui vient d'avoir une gouvernance exceptionnelle. Pierre Goudiaby l'a dit, c'est la première fois qu'on a un gouvernement jeune, un gouvernement qui a envie de développer le pays, un gouvernement patriotique qui le réclame, qui le revendique, et surtout un gouvernement honnête qui lutte contre la corruption. Et ça, c'est très important. Donc ce forum de décembre va permettre maintenant d'être une sorte de forum de financement où nous voulons lancer un appel aux ambassadeurs, au Sénégal, la diaspora, aux PME, PMI, de venir maintenant participer justement à ce financement. Il y aura 3 types de financement que nous attendons. Le premier, c'est le financement purement privé. Nous attendons que les grands pays, nos partenaires, puissent venir investir avec nous dans des zones économiques spéciales, dans des zones industrielles, dans des zones agro-industrielles. Ça, c'est le financement privé. Nous attendons aussi un financement PPP, c'est-à-dire que des partenaires sénégalais puissent se joindre à l'État ou à d'autres partenaires internationaux pour construire leur propre zone industrielle sur les 45 départements et dans leurs 8 pôles. Le troisième type de financement, évidemment, c'est l'État. L'État va garder son rôle d'impulsion. Vous avez vu hier, sur les 18 000 milliards, l'État va apporter au moins la moitié. Et c'est important. Ça veut dire que nous sommes engagés résolument à porter ce développement industriel de notre pays. Et je voulais que les ambassadeurs ici présents soient notre interprète auprès de leur secteur privé national, auprès des unions européennes, asiatiques, américaines, pour dire que le Sénégal va prendre un nouveau virage, qu'il ne faut pas rater. Un virage d'espoir, un virage d'engagement politique, un virage social, mais surtout un virage de bonne gouvernance.
Je voudrais, pour conclure, appeler chacun d'entre vous à s'engager pleinement dans cette belle aventure, dans cette noble aventure de construire un Sénégal nouveau. Nous ne réussirons cette transformation industrielle, commerciale et des PME que si nous travaillons ensemble. Et la belle représentation du gouvernement le montre à souhait. Il faut que nous soyons une équipe de football, comme celle du Sénégal qui a gagné hier. Il faudrait que nous soyons déterminés dans un esprit de co-construction et de responsabilité collective, comme nous l'a demandé le président de la République et le Premier ministre. Le potentiel de notre pays est immense. Il faut le savoir, mesdames et messieurs. Pierre Goudiaby l'a rappelé. Le potentiel de notre région est immense. Il faut que la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, mais également le Mali, tous les pays de la sous-région commencent à travailler ensemble dans des projets gigantesques. Il ne faut pas qu'on se contente de petits projets. Il faut de gros projets, Pierre l'a dit tout à l'heure. Ce que l'Europe a fait avec l'acier, ce que l'Europe a fait avec le charbon, ce que l'Asie a fait. C'est pour ça que j'avais demandé d'ailleurs que partager l'expérience de certains pays, comme le Japon, comme l'Angleterre, d'où est partie la révolution industrielle. C'est important qu'on sache comment les autres ont fait. Comment ils ont réussi à nous dépasser, comment ils ont réussi à fabriquer des voitures pour nous. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'Afrique commence à fabriquer ses voitures, ses ordinateurs, ses avions, ses hélicoptères? C'est ça l'ambition de notre politique industrielle. Donc ce potentiel est immense. L'industrialisation territorialisée, la transformation locale de nos matières premières que nous n'exporterons plus, l'essor des PME, l'inclusion économique des jeunes et des femmes. Je vois beaucoup de femmes dans la salle, merci de les applaudir. Sont autant de chantiers prioritaires qui nécessitent l'apport de toutes les parties prenantes. En somme, l'avenir industriel du Sénégal dépend de notre capacité à innover par la recherche, à nous adapter, à mobiliser nos ressources humaines et financières pour faire face aux défis de ce siècle nouveau. C'est donc une grande ambition, mais aussi avec beaucoup d'espoir et de pragmatisme que je déclare officiellement ouverts les États généraux de l'industrie, du commerce et des PME. Je vous remercie de votre aimable attention.